Bienvenue sur Cryptonation, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de IOTA. IOTA a donc plusieurs arguments de vente, se distingue de plusieurs façons. C'est une crypto qui est scalable, donc avec une capacité d'absorber beaucoup de transactions et de grandir avec le réseau, d'absorber de plus en plus de transactions. Décentralisée, alors ça on verra que c'est peut-être pas le point fort d'IOTA. Sans frais, donc ça par contre c'est effectivement une des caractéristiques, donc assez intéressante, assez incroyable. Donc les trois caractéristiques, je dirais, principales donc, de IOTA, c'est donc que c'est une crypto de 3e génération, alors on verra ce que ça veut dire ensuite, qu'il n'y a donc pas de frais, qui est quand même quelque chose, un point assez important. Et enfin, donc le dernier point, c'est qu'elle est résistante aux ordinateurs quantiques, donc elle utilise un algorithme qui ne peut pas être cassé par les ordinateurs quantiques. Alors, c'est également une crypto-monnaie qui se distingue par le fait qu'elle est centrée sur l'Internet des objets. L'Internet des objets, ça fait référence à tous les objets aujourd'hui connectés qui nous entourent. Il y a 10 ans, dans une maison, vous aviez peut-être uniquement les ordinateurs qui étaient connectés à Internet. Aujourd'hui, quantité d'objets sont connectés à Internet. Vous avez des lampes connectées à Internet qui peuvent, par exemple, changer d'intensité au fur et à mesure de la journée, s'allumer toutes seules, s'éteindre toutes seules, etc. Vous avez des volets connectés à Internet, même des rideaux parfois connectés à Internet, des télés connectées à Internet. Vous avez quantité d'objets qui deviennent connectés à Internet. Donc ça, c'est par exemple dans une maison. En dehors, vous avez, par exemple, les voitures qui vont un jour peut-être également être connecté à Internet. Quand vous regardez la roadmap de Tesla, qui sont des voitures électriques, la vision d'Elon Musk, c'est que en journée, la voiture aille transporter différentes personnes et que ensuite, donc le propriétaire puisse appeler sa Tesla. C'est-à-dire que la Tesla circule de manière autonome, indépendante, et c'est la personne qui veut utiliser la voiture qui en fait appelle la voiture pour que la voiture vienne chercher la personne. Donc une voiture autonome bien sûr, mais qui en plus effectivement donc transporte des personnes, différentes personnes, et qui vient chercher les personnes quand elle les appelle. Quel est le rapport ? Quel est le rapport avec tout ça ? Eh bien, c'est que typiquement là on est sur des applications un peu plus avancées donc de l'Internet des objets qui ont beaucoup de promesses. Une meilleure utilisation des ressources, avec déjà plein de solutions qu'on a développées aujourd'hui par rapport au partage des ressources. Ça serait un moyen ici de pousser encore plus loin en ayant des voitures qui aillent chercher les passagers. Et un élément qui peut être manquant pour réaliser cette vision de l'Internet des objets, ça peut être une monnaie. Donc un moyen pour les objets de communiquer de la valeur entre eux et pour fournir des services aux êtres humains, aux humains. Donc par exemple, dans le cas d'une voiture, la voiture peut circuler donc en journée et vous la payez par le nombre de kilomètres que vous effectuez avec. Donc vous l'appelez et ensuite, dans votre trajet, vous allez la rémunérer par rapport au trajet que vous effectuez. Et dans ce cas-là, c'est la voiture qui centralise donc, qui se fait payer directement, qui va recevoir les transactions qui correspondent à son utilisation. Et ensuite, cette voiture peut par exemple payer pour des réparations directement, ou voilà, pour se recharger. Par exemple, une voiture autonome pourrait payer à une station de rechargement électrique, qui sera, elle, opérée par d'autres robots, par exemple. Ça ouvre évidemment beaucoup de possibilités, puisque ça permet de faire des interactions, notamment entre objets. Donc de se faire coopérer différentes machines, de se faire coopérer différents systèmes, sans passer par l'intermédiaire humain, et en permettant donc l'utilisation d'une intelligence artificielle également, en permettant aux objets de faire des transactions en utilisant donc leur intelligence, donc en faisant des transactions quand cela leur semble pertinent et utile, et on a donc un moyen de communiquer de la valeur, et donc ils peuvent appliquer des raisonnements de coût-bénéfice. Est-ce que cette transaction en vaut la peine ? Est-ce que je vais gagner plus que ce que je vais payer ? Et donc plein de possibilités s'ouvrent avec des robots qui peuvent coopérer en autonomie sans nécessairement avoir des implications humaines. Donc c'est assez intéressant pour ce qui est de la vision, de la philosophie qui est derrière donc l'Internet des objets et qui est derrière IOTA. Alors je vous ai dit, prétendait donc être une crypto-monnaie de 3e génération. Ça repose, cette idée de crypto-monnaie de 3e génération, sur l'innovation principale d'IOTA. Cette innovation principale d'IOTA, c'est la Tangle. Donc plutôt qu'utiliser une blockchain. Donc IOTA n'utilise pas de
blockchain. Donc c'est peut-être la caractéristique la plus intéressante de IOTA. Celle qui interpelle en tout cas le plus, c'est le fait que IOTA n'utilise pas de blockchain. C'est un autre système, c'est un nouveau système, qui donc est reposé sur l'utilisation de graphes. Ce graphe, par exemple, vous avez différents carrés et des flèches entre chaque carré. Donc on est dans ce cas de figure d'un graphe orienté. Donc voilà, vous voyez ici, il est très simple. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Et vous avez des liens entre chaque élément. Donc là, chaque élément, c'est un nœud, mais c'est pas vrai, faut pas le confondre avec ce qu'on appelle les nœuds, par exemple, dans le réseau Bitcoin. Ici, les nœuds, chaque élément, c'est une transaction. Chaque carré représente une transaction, ok? C'est pas des utilisateurs, c'est pas des membres du réseau, c'est des transactions. Et chaque flèche va représenter une validation de transaction. Le système de Tangle repose sur cette idée, qui est que chaque transaction va valider deux autres transactions. Pour qu'une transaction soit validée, pour qu'une transaction finalement soit réalisée, qu'une transaction soit réalisée sur le système, avant ça, il va falloir qu'elle obéisse à certains critères, et parmi ces critères, il faut qu'elle valide deux autres transactions. Soit il y a la validation directe, donc cette transaction valide cette transaction, mais également, comme cette transaction a validé cette transaction, elle valide indirectement cette transaction. C'est comme ça qu'on peut éventuellement commencer à créer une certaine confiance, puisque à partir du moment où cette transaction est validée, on peut dire que cette transaction valide indirectement les transactions que cette transaction valide. Donc ces deux autres transactions sont validées indirectement par cette transaction. Donc pour qu'une transaction soit validée, il faut donc qu'elle valide deux autres transactions, et également donc il faut qu'elle génère une preuve de travail. Donc une preuve de travail, c'est en l'occurrence tout petit puzzle cryptographique. Donc de la même manière qu'on a des preuves de travail dans Bitcoin, mais là ça fonctionne totalement différemment, et elles sont beaucoup plus faciles, elles nécessitent de consommer beaucoup moins d'énergie. Puisque là, le principe, c'est que n'importe quel utilisateur du réseau, n'importe quel wallet, va participer dans le système. N'importe quel objet de l'internet des objets va participer dans la Tangle, donc va valider des autres transactions, pour faire valider ses propres transactions. Donc il est évident que dans ce processus de validation, il ne faut pas qu'il y ait une consommation d'énergie trop importante, puisque l'on va intégrer ce système à des périphériques tels que des ampoules connectées. Sur des ampoules connectées, vous n'allez pas avoir des cartes graphiques ou des processeurs extrêmement puissants. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte que la preuve soit quand même limitée. C'est juste une manière de lutter contre le spam en attachant donc à la validation des transactions un coût de validation qui soit faible, mais qui soit quand même existant, un coût en énergie. Donc ici, le consensus fait partie intégrante du réseau. L'incentive, ce qui va pousser les transactions à en valider d'autres, ce n'est ni plus ni moins que de faire partie du réseau. Donc chaque utilisateur a besoin de valider d'autres transactions, tout simplement pour pouvoir faire lui-même ses propres transactions. C'est pour ça qu'il n'y a pas de frais de transaction. C'est basé, d'une certaine manière, sur la collaboration, dans le sens où, si vous voulez pouvoir utiliser le réseau, vous avez besoin également de valider d'autres transactions. Évidemment, pour que ça fonctionne, il ne faut pas qu'on utilise un système similaire au système Bitcoin ou Ethereum. Il ne faut pas qu'on ait besoin d'avoir des ressources importantes pour valider les transactions. Donc il faut avoir un besoin de ressources qui soient faibles, et c'est rendu donc possible par système de Tangle. Donc IOTA est un projet intéressant, mais il faut quand même noter que c'est encore très expérimental. Donc, ils disent bien sur le site officiel, IOTA est en bêta, pour beaucoup de gens c'est plutôt alpha. Il y a quelque chose aussi qui m'a un peu interpellé, c'est que pour tester en fait donc IOTA, vous avez besoin de trouver des voisins aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas simplement comme ça vous connecter le réseau, vous avez besoin d'avoir des neighbors, vous avez besoin d'avoir des gens avec qui vous pouvez pouvoir vous associer pour faire fonctionner votre wallet IOTA. Donc ça c'est voilà, un peu particulier dans le sens où vous ne pouvez pas commencer directement à utiliser IOTA, il faut que vous trouviez des gens qui acceptent de s'appairer avec vous. Vous allez avoir besoin de partager votre IP et votre port avec vos voisins. Donc déjà, bon, ça c'est un point, c'est-à-dire qu'effectivement, bon là, on a quelques difficultés à commencer, puis quelque chose qui surprend un petit peu pour un réseau décentralisé, de devoir déjà trouver des gens avec qui s'associer. Ensuite, autre point, maintenant, le challenge va être de réussir à intégrer cette technologie à des objets connectés, puisque c'est ça le principe derrière IOTA. C'est pas nécessairement de faire fonctionner IOTA sur des ordinateurs, même si évidemment c'est déjà la base, c'est déjà le minimum, mais il faut également être capable de les faire fonctionner effectivement sur des objets connectés. Réellement faire fonctionner IOTA sur
des objets connectés, c'est autre chose. Il faut que le matériel également donc, soit adapté à IOTA, donc c'est également quelque chose sur lequel on les attend. Il faut voir si, dans les faits, dans la réalité, cette chose fonctionne. Et voilà, donc c'est clairement en bêta, on n'a pas encore vraiment de preuves tangibles, ou de manifestations tangibles d'une utilisation réussie d'IOTA sur des objets connectés. Un autre point, je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas, mais en juin, il y avait également quelques interrogations par rapport à la centralisation d'IOTA, puisque IOTA reposait sur l'utilisation de coordinateurs. Il était possible de faire fonctionner le réseau sans les coordinateurs, mais il était nécessaire d'avoir des coordinateurs pour lutter donc contre une attaque sur le réseau, puisqu'une attaque est rendue possible en ayant 33% de la puissance calcul du réseau sur IOTA. Donc le problème c'est que le réseau IOTA étant pas suffisamment développé, il était assez facile de l'attaquer et donc ils ont mis en place des coordinateurs. Le problème c'est qu'évidemment donc les coordinateurs c'est une forme de centralisation. Maintenant j'ai eu quelques difficultés à trouver des informations, savoir si c'est encore le cas aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas aujourd'hui, mais c'est quand même un point important. Au niveau de la centralisation, c'est pas forcément le point fort, a priori pour l'instant, étant donné le développement du réseau, qui est insuffisant, puisqu'on est dans les premiers jours, on va dire, d'IOTA. Le développement du réseau est insuffisant pour vraiment permettre une décentralisation qui soit efficace. Et, en même temps, une sécurité contre les attaques. Donc voilà pour cette revue d'IOTA, j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu mieux ce qui était la Tangle, ou le Tangle, je ne sais pas, donc qui est pour moi quand même l'innovation principale de IOTA, donc le fait de ne pas avoir de blockchain, donc ce qui rend évidemment donc plus facile des choses telles que les microtransactions puisque nous n'avons pas de frais, qui est peut-être l'argument de vente le plus important aussi des Tangles et de IOTA, et donc cette intégration qui devrait être rendue possible étant donné cette structure de données, étant donné le fait qu'il n'y a pas de frais, une intégration qui devrait être rendue plus facile aux objets connectés. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a intéressé, que ça t'a permis d'apprendre des choses sur IOTA ou de découvrir IOTA si tu connaissais pas. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, si tu es nouveau ici, et à liker cette vidéo. En attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les cryptos.